Dans les dernières années du 30e millénaire, alors que les tempêtes Warp, qui avaient déchiré la galaxie pendant 5000 ans, commençaient enfin à s'apaiser, un homme se tenait sur les ruines fumantes de Terra, contemplant les étoiles qu'il allait bientôt reconquérir. Cet homme, que l'histoire ne connaîtrait plus que sous le titre d'empereur, venait d'achever l'unification de la Terre, après des siècles de guerres sanglantes, contre les seigneurs de guerre techno-barbares. Mais son ambition ne s'arrêtait pas aux frontières de ce monde, ravagé par la radiation et la guerre. Non. Sa vision s'étendait bien au-delà, englobant chaque monde, où l'humanité avait un jour posé le pied, chaque colonie oubliée, chaque bastion isolé de la race humaine, éparpillé à travers l'immensité stellaire. L'ère des luttes avait été une période de cauchemar pour l'humanité. Pendant des millénaires, les tempêtes Warp avaient rendu impossible tout voyage interstellaire, coupant les mondes humains les uns des autres, les condamnant à l'isolement, à la régression technologique, parfois même à l'extinction pure et simple. Certains mondes avaient sombré dans la barbarie, oubliant jusqu'à l'existence d'autres étoiles. D'autres avaient été conquis par des xénos sans pitié, leur population réduite en esclavage ou pire encore. Et pendant tout ce temps, dans le Warp, les puissances de la ruine s'étaient renforcées, se nourrissant du chaos et de la souffrance qui ravageaient la galaxie matérielle. Mais maintenant, tout allait changer. L'empereur avait forgé une arme capable de reconquérir les étoiles. Dans les laboratoires secrets de l'Himalaya, dans les forges de Mars, dans les académies militaires de Luna, une force sans précédent avait été assemblée. Les Légions Astartes, ces guerriers génétiquement modifiés, créés à partir de l'ADN même de l'empereur, se tenaient prêts à porter sa bannière jusqu'aux confins de la galaxie. 100 000 de ces anges de la mort, divisés en 20 légions, attendaient le signal qui lancerait la plus grande campagne militaire que l'humanité ait jamais connue. Ce que l'empereur s'apprêtait à entreprendre dépassait en ambition et en échelle tout ce qui avait été tenté auparavant. Il ne s'agissait pas simplement de conquérir quelques systèmes stellaires, ni même un secteur entier de l'espace. Non. L'objectif était la reconquête totale de la galaxie. La réunification de chaque enclave humaine sous une seule bannière. L'établissement d'un impérium qui s'étendrait d'un bras spiral à l'autre. Et pour y parvenir, il faudrait affronter des horreurs indicibles, des empires xénomillénaires, des abominations nées du Warp lui-même, et les ténèbres qui s'étaient installées dans le cœur même de certains mondes humains corrompus. La grande croisade était sur le point de commencer. Pendant 2 siècles, les armées de l'empereur allaient déferler à travers les étoiles, apportant la lumière de la conformité impériale au monde perdu, la flamme purificatrice aux citadelles xéno, et le jugement implacable aux traîtres et aux hérétiques. C'était l'âge d'or de l'impérium, l'époque où tout semblait possible, où l'humanité semblait destinée à régner sans partage sur la galaxie. Mais comme toutes les époques de gloire, celle-ci contenait déjà en elle les germes de sa propre destruction. Avant de pouvoir lancer sa croisade à travers les étoiles, l'empereur devait d'abord consolider son pouvoir sur Terra et s'assurer qu'il disposait des outils nécessaires pour une entreprise d'une telle ampleur. Les guerres d'unification avaient été longues et brutales, opposant les forces de l'empereur aux innombrables factions qui se disputaient les ruines irradiées de la vieille Terre. Mais à la fin du 29e millénaire, la victoire était complète. Les derniers seigneurs de guerre techno-barbares avaient été vaincus. Les anciens empires, comme l'Achéménide ou le Pan-Pacifique, n'étaient plus que des souvenirs, et l'empereur régnait sans conteste sur le berceau de l'humanité. Mais Terra seule ne suffirait jamais à soutenir une conquête galactique. L'empereur tourna donc son regard vers Mars, la planète rouge qui orbitait non loin de Terra et qui abritait le Mécanicum, une théocratie de technoprêtres dédiés au culte du dieu-machine. Pendant l'ère des luttes, Mars avait développé sa propre culture, ses propres traditions, et surtout, elle avait préservé une grande partie des connaissances technologiques de l'âge d'or de la technologie. Les forges de Mars pouvaient produire des armes et des vaisseaux en quantités industrielles, et leur légion titanique constituait une force militaire redoutable.
Plutôt que de conquérir Mars par la force, l'empereur choisit la voie diplomatique. En l'an 739 du 30e millénaire, le traité d'Olympus Mons fut signé entre l'empereur et le conclave martien. Les technoprêtres reconnurent l'empereur comme l'omni-messie, une manifestation de leur dieu-machine. Et en échange, le Mechanicum conserva une large autonomie au sein du nouvel impérium. Cette alliance s'avérerait cruciale pour le succès de la Grande Croisade. Les forges de Mars et de ses mondes forges satellites produiraient les armes, les armures, les vaisseaux et les titans dont les armées impériales auraient besoin pour conquérir la galaxie. Parallèlement à ces préparatifs diplomatiques et industriels, l'empereur poursuivait son projet le plus ambitieux et le plus secret. Dans les profondeurs de l'Himalaya, à l'abri des regards indiscrets, il avait entrepris la création de 20 êtres surhumains destinés à servir de généraux à ses armées. Ces primarques, comme on les appellerait, étaient bien plus que de simples guerriers génétiquement modifiés. Ils étaient conçus pour être des leaders charismatiques, des stratèges brillants, des guerriers sans égal. Chacun incarnerait un aspect particulier de l'art de la guerre, et ensemble, ils mèneraient les légions de l'empereur à la victoire. Mais le destin en décida autrement. Alors que les primarques n'étaient encore que des fœtus en gestation dans leur capsule, les puissances de la ruine parvinrent à percer les défenses du laboratoire. Dans un acte de malveillance cosmique, les dieux du chaos ouvrirent une faille warp et dispersèrent les 20 capsules à travers la galaxie. Pour l'empereur, ce fut un coup dévastateur. Des décennies de travail, ses plus grandes créations, éparpillées dans l'immensité de l'espace, leur sort inconnu. Pourtant, l'empereur ne se laissa pas abattre. Il possédait encore les modèles génétiques des primarques, et avec ces modèles, il pouvait créer les légions Astartes. En implantant des organes génétiquement modifiés, basés sur le patrimoine génétique de chaque primarque dans des adolescents humains soigneusement sélectionnés, on pouvait créer des guerriers surhumains. Certes, ces Space Marines n'égaleraient jamais leur père primarque en puissance et en majesté, mais ils seraient néanmoins bien supérieurs aux humains ordinaires, plus forts, plus rapides, plus résistants, capables de survivre aux environnements les plus hostiles, et de combattre sans relâche pendant des jours entiers. Les Space Marines deviendraient le fer de lance de la Grande Croisade. Les premières légions quittèrent Terra au début du 30e millénaire, guidées par l'empereur lui-même. Chaque légion comptait plusieurs milliers de guerriers, organisés en compagnies, bataillons et chapitres selon les besoins tactiques. Mais ces chiffres augmenteraient rapidement au fur et à mesure de l'avancement de la croisade. À son apogée, certaines légions, comme les Ultramarines, compteraient plus de 250 000 Space Marines, tandis que d'autres resteraient plus modestes, avec environ 100 000 guerriers. Mais les légions Astartes, aussi puissantes soient-elles, ne pouvaient conquérir la galaxie seule. L'empereur créa donc l'armée impériale, une force de milliards de soldats humains ordinaires, destinés à tenir les mondes conquis, à mener les guerres d'usure trop longues pour les Space Marines, et à fournir le soutien logistique nécessaire aux opérations militaires. Parmi ces forces, les Solar Auxilia occupaient une place particulière. Recrutés initialement sur Saturne, Luna et Terra, équipés d'armures de vide et formés pour combattre dans les environnements les plus hostiles, ils servaient en première ligne aux côtés des légions Astartes. L'organisation de ces forces était complexe, mais efficace. La Grande Croisade fut divisée en flottes expéditionnaires numérotées, chacune combinant des éléments de différentes légions Space Marines, des régiments de l'armée impériale, des vaisseaux de guerre de l'Armada Imperialis, et souvent le soutien du Mechanicum sous forme de légions titaniques ou de technoprêtres. Chaque flotte expéditionnaire était placée sous le commandement d'un officier Space Marine de haut rang qui avait autorité non seulement sur ses propres troupes, mais aussi sur toutes les forces impériales attachées à sa flotte. Et puis, au moment où tous les préparatifs étaient presque achevés, un miracle se produisit. Ou plutôt, un événement cosmique d'une ampleur extraordinaire. Quelque part dans la galaxie, la naissance catastrophique de Slaanesh, le dernier né des dieux du chaos, provoqua une onde de choc dans le Warp
qui balaya les tempêtes qui avaient fait rage pendant 5 millénaires. Soudain, le voyage interstellaire redevint possible. Les navigateurs pouvaient à nouveau tracer des routes à travers l'immatérium, guidés par la lumière psychique de l'astronomicain que l'empereur avait allumé sur Terra. L'empereur ne perdit pas de temps. Les flottes expéditionnaires furent rassemblées, les légions embarquèrent sur leurs barges de bataille, et au début du 30e millénaire, la Grande Croisade fut officiellement lancée. Le premier objectif était évident. Le système Sol lui-même, où des empires zénos avaient réduit en esclavage les populations humaines des lunes de Jupiter et Saturne pendant l'ère des luttes. Ces envahisseurs furent rapidement chassés, les humains libérés, et le système Sol tout entier passa sous le contrôle de l'impérium naissant. C'était un début modeste, mais symboliquement important. L'humanité venait de prouver qu'elle pouvait reprendre ce qui lui avait été volé. Avec le système Sol sécurisé et les flottes expéditionnaires prêtes au combat, la Grande Croisade pouvait véritablement commencer. Les premières décennies furent marquées par une expansion fulgurante. Les flottes se dispersèrent dans toutes les directions, chacune suivant son propre cap à travers l'immensité de la galaxie. Certaines se dirigèrent vers le segmentum solar, nettoyant les systèmes proches de Terra des menaces xéno et cherchant les anciennes colonies humaines isolées depuis des millénaires. D'autres s'aventurèrent vers le segmentum obscurus au nord, ou vers le segmentum tempestus au sud, explorant des régions de l'espace où aucun humain n'avait mis les pieds depuis l'ère des luttes. Les premiers mondes retrouvés furent accueillis avec un mélange d'émerveillement et de méfiance. Beaucoup avaient oublié jusqu'à l'existence de Terra, et l'arrivée de flottes de guerre massives dans leurs cieux provoquait souvent la panique. Mais l'empereur avait prévu cette éventualité. Chaque flotte expéditionnaire incluait des diplomates, des administrateurs, des historiens et des commémorateurs chargés de documenter les retrouvailles. Quand c'était possible, la conformité impériale était établie par la négociation plutôt que par la force. Les mondes qui acceptaient de se joindre à l'impérium étaient accueillis comme des frères retrouvés. Leurs gouvernements locaux, souvent maintenus en place, tant qu'ils juraient allégeance à l'empereur. Mais tous les mondes ne se rendaient pas pacifiquement. Certains, gouvernés par des tyrans cruels ou corrompus par le Warp, devaient être pris par la force. D'autres encore, tombés aux mains de Xéno ou transformés en bastions du chaos, devaient être purement et simplement purgés par l'exterminatus. Les Space Marines excellaient dans ces opérations. Une frappe orbitale suivie d'un déploiement en drop pods. Et en quelques heures, une planète entière pouvait basculer. Les légions développèrent leurs propres tactiques et spécialités. Les Sons of Horus de leur Primarch favorisaient la décapitation, frappant directement le commandement ennemi pour semer le chaos dans leurs rangs. Les Iron Hands excellaient dans la guerre mécanisée, leur formation blindée, écrasant toute opposition. Les Raven Guard maîtrisaient l'infiltration et les frappes chirurgicales. Au fur et à mesure que les flottes progressaient, elles commencèrent à retrouver les primarques perdus. Horus Lupercal fut le premier. Découvert en l'an 795 du 30e millénaire, sur le monde minier de Ctonia, l'empereur lui-même mena l'expédition pour retrouver son fils premier-né, et leur réunion fut un moment d'émotion intense. Horus, qui avait grandi dans les guerres de gangs impitoyables de Ctonia, reconnut immédiatement l'empereur pour ce qu'il était, et lui jura allégeance sans hésitation. Il prit le commandement de la 16e Légion, rebaptisée les Luna Wolves, et combattit aux côtés de son père, pendant 30 années, avant que d'autres primarques ne soient retrouvés. La découverte de chaque primarque transformait sa légion. Soudain, les Space Marines ne suivaient plus simplement les ordres de l'empereur, transmis par leurs officiers. Ils avaient leur propre père, un être en qui ils voyaient leur perfection incarnée, dont le tempérament et les méthodes de combat résonnaient dans leur propre patrimoine génétique. Le Manrus des Space Wolves apporta à sa légion la férocité des guerriers de Fenris. Rogaldorn, des Imperial Fist, leur inculqua son sens inébranlable du devoir et de la fortification. Sanguinius des Blood Angels
leur transmit sa noblesse et sa grâce martiale. Chaque primarque laissait son empreinte sur sa légion, la transformant en un reflet de sa propre personnalité. Mais la grande croisade n'était pas une marche triomphale, ininterrompue vers la victoire. Elle était ponctuée de guerres terribles, de batailles désespérées, où la survie même de l'impérium semblait menacée. Les génocides rendants, qui se déroulèrent au cours des années 860 du 30e millénaire, en sont l'exemple le plus frappant. Lorsque les flottes expéditionnaires franchirent la frange orientale de la galaxie, elles attirèrent l'attention des Rendants. Une espèce d'une puissance technologique et psychique terrifiante. Ce qui suivit fut une série de 3 guerres dévastatrices qui s'étendirent sur plusieurs décennies. Les pertes furent apocalyptiques. Plus de 80 000 légionnaires Astartes périrent dans ces conflits, ainsi que des millions de soldats de l'armée impériale. Des flottes entières furent anéanties. Des mondes entiers durent être abandonnés, souillés au-delà de toute possibilité de récupération. Les Dark Angels, sous le commandement de leur primarque Lion Eljonson, jouèrent un rôle prépondérant dans cette guerre, et ce fut sur leur insistance que toute connaissance des Rendants fut purgée après la victoire finale. La menace qu'ils représentaient était si grande, leur nature si corruptrice, qu'il fut jugé nécessaire d'effacer jusqu'à leur souvenir, pour le bien de l'humanité. D'autres campagnes, bien que moins sanglantes, révélèrent la diversité des défis auxquels la Grande Croisade devait faire face. La conformité de Nurt, ville Alpha Légion, affronter des humains corrompus par le chaos, une préfiguration sinistre des horreurs à venir. La campagne de Caivas opposa les White Scars à des hordes orques, dans une série de batailles mobiles à travers les plaines de plusieurs mondes. La conformité de Melchior nécessita l'intervention de plusieurs légions pour briser un empire humain renégat qui refusait obstinément de se soumettre à l'empereur. La Grande Croisade révéla également l'étendue de la diversité xénos dans la galaxie. Partout où les flottes impériales allaient, elles rencontraient de nouvelles espèces aliens, des empires stellaires aux simples bêtes spatiales. La politique de l'empereur envers ces espèces était simple et impitoyable: l'extermination. Il ne voyait aucune place pour les Xénos, dans sa vision d'une galaxie dominée par l'humanité. Les Laers de l'Aéran, les Megarachnides de Murder, les Antegs, qui avaient pourtant développé une société humano-alien fonctionnelle, tous furent jugés et trouvés indignes de survivre. Les Emperor's Children détruisirent l'Aéran, les Luna Wolves massacrèrent les Megarachnides, et l'Anterex fut anéanti malgré leurs tentatives de diplomatie. Mais pour chaque victoire, il y avait aussi des revers, des mondes perdus, des batailles gagnées au prix fort. La Grande Croisade n'était pas un conte de fées où les héros triomphaient toujours facilement. C'était une guerre totale, menée sur des milliers de fronts simultanément, contre des ennemis qui allaient des hordes primitives orcs aux empires stellaires technologiquement avancés. Et parfois, les victoires les plus importantes n'étaient pas militaires mais symboliques. La redécouverte d'un monde intact de l'âge d'or de la technologie, la libération d'une population humaine réduite en esclavage depuis des générations, la destruction d'une abomination warp qui terrorisait tout un secteur. Tout cela contribuait à bâtir l'impérium, non seulement en territoire, mais aussi en morale et en légitimité. Au fil des décennies, l'impérium grandit de manière exponentielle. Des milliers de mondes, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers, tombèrent sous la conformité impériale. Chaque monde conquis fournissait de nouvelles recrues pour les légions, de nouvelles ressources pour soutenir l'effort de guerre, de nouvelles bases, à partir desquelles lancer de nouvelles conquêtes. Les mondes forges du Mechanicum se multiplièrent, produisant toujours plus de titans, de chars, de bolters, d'armures énergétiques. Les flottes de guerre de l'Armada Imperialis devinrent si nombreuses qu'elles obscurcissaient les étoiles lorsqu'elles se rassemblaient. L'humanité, qui avait été au bord de l'extinction pendant l'ère des luttes, était maintenant en train de reconquérir son héritage galactique.
et à la tête de cette marée de reconquête se tenait l'empereur lui-même, combattant aux côtés de ses légions, guidant personnellement les opérations les plus cruciales. Sa présence sur un champ de bataille garantissait pratiquement la victoire. Nul ennemi ne pouvait tenir face à sa puissance psychique, nulle défense ne résistait à son regard. Mais l'empereur était également un stratège et un visionnaire. Il comprenait que conquérir la galaxie n'était que la première étape. Il faudrait ensuite la maintenir, l'administrer, la transformer en un empire durable qui survivrait aux millénaires. C'est pourquoi il établit le Conseil de Terra, chargé de gouverner l'Imperium en son absence, et commença à former des administrateurs, des bureaucrates, des gouverneurs planétaires qui maintiendraient l'ordre une fois la conquête achevée. Au début du 31e millénaire, après 2 siècles de campagnes incessantes, la Grande Croisade atteignit son apogée. Des centaines de milliers de mondes avaient été réunifiés. Les menaces xéno majeures avaient été repoussées ou exterminées. Et l'Imperium s'étendait désormais sur une vaste portion de la galaxie. Mais une dernière grande menace demeurait, un empire orc d'une ampleur terrifiante qui s'était développé dans le secteur d'Ulanor pendant que l'attention de l'Imperium était tournée ailleurs. L'empire d'Ulanor était dirigé par un chef de guerre orc nommé Urlak-Urg, un monstre dont la taille et la férocité dépassaient tout ce que les forces impériales avaient rencontré jusqu'alors. Sous son commandement, les orques avaient conquis 12 planètes du système Ulanor et menaçaient de se répandre dans les secteurs environnants. Les rapports des éclaireurs décrivaient une force qui comptait des millions, peut-être des dizaines de millions de peaux vertes, équipées d'armes lourdes et de véhicules de guerre grossiers, mais efficaces. Si on les laissait continuer à croître, ils pourraient devenir une menace existentielle pour l'Imperium. L'empereur décida que c'était le moment idéal pour une démonstration écrasante de la puissance impériale. Plutôt que d'assigner la campagne à une seule flotte expéditionnaire, il rassembla une force titanesque. 14 légions Space Marines répandirent à l'appel, représentant plus de 100 000 des meilleurs guerriers de l'humanité. 8 millions de soldats de l'armée impériale convergèrent vers Ulanor, accompagnés de centaines de titans des Legio Titanicus. La flotte de guerre qui transporta cette armée était si vaste qu'elle obscurcit littéralement le ciel d'Ulanor lorsqu'elle arriva en orbite. La campagne fut menée par Horus Lupercal, qui avait prouvé à maintes reprises son génie tactique. Sa stratégie favorite, qu'il appelait le fer de lance, consistait à frapper directement au cœur de la structure de commandement ennemie, pendant que les Ultramarines sous Robut Guilliman et les White Scars sous Jagataikan reprenaient les planètes périphériques du système Ulanor, écrasant les forces orques dispersées et coupant leurs lignes de ravitaillement. Horus lança ses Sons of Horus directement sur la planète capitale où Urlak-Urg avait établi sa forteresse. La bataille pour Ulanor fut titanesque. Les drop pods tombèrent comme une pluie de météores, chaque impact libérant une escouade de Space Marines dans le feu de l'action. Les titans marchèrent à travers les forteresses orcs, leurs armes de classe Titanicus réduisant en cendres tout ce qu'elles touchaient. L'armée impériale avança en formation serrée, leurs las-rifles crachant un déluge de feu, tandis que les tanks Leman russes écrasaient sous leurs chenilles les cadavres des orques tombés. Mais les peaux vertes se battaient avec une férocité désespérée, sachant que leur empire était en jeu. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque bunker devait être pris d'assaut et nettoyé dans des combats au corps à corps brutaux. Horus, accompagné de ses Justaireins, les Terminators d'élite, de sa première compagnie, se fraya un chemin jusqu'au donjon central de la forteresse d'Urlak-Urg. Les combats dans les couloirs étroits furent parmi les plus violents de toute la campagne. Les nobles orcs, les plus grands et les plus féroces des guerriers peaux vertes, se jetèrent sur les Terminators avec des haches énergétiques et des marteaux de puissance. Mais rien ne pouvait arrêter Horus. Utilisant ses griffes éclairs, il déchiqueta ses adversaires, son armure couverte du sang vert de ses ennemis, avançant inexorablement vers son objectif. Au sommet de la tour d'Ulanor, Horus trouva Urlak-Urg, entouré de 40 de ses meilleurs nobles. Ce qui suivit fut un massacre.
Horus se jeta dans la mêlée avec une violence contrôlée, chaque coup de ses griffes tuant un orc, chaque mouvement calculé pour optimiser l'efficacité létale. Ses Joustairiens le suivirent du mieux qu'ils pouvaient, mais c'était le spectacle d'Horus qui dominait. En quelques minutes, les 40 nobs gisaient morts, et Horus se tenait face à Urlak-Urg lui-même. Le duel fut bref mais intense. Urlak-Urg était un monstre, facilement 2 fois la taille d'un Space Marine normal, brandissant une énorme hache énergétique. Mais Horus était un primarque, et aucun orc, aussi puissant soit-il, ne pouvait espérer vaincre l'un des fils génétiques de l'empereur. Horus esquiva le premier coup avec une grâce surnaturelle, plongea sous les défenses du chef de guerre orc et enfonça ses griffes dans la gorge du monstre. Urlak-Urg tomba, et avec lui, l'empire orc d'Ulanor s'effondra. La mort du chef de guerre eut l'effet escompté. Privés de leur leadership, les orcs se fragmentèrent immédiatement en factions rivales qui se mirent à s'entretuer. Les forces impériales n'eurent plus qu'à nettoyer les poches de résistance restantes. En quelques semaines, le système Ulanor tout entier était sous contrôle impérial. C'était la plus grande victoire militaire de la Grande Croisade. La preuve définitive que rien ne pouvait résister à la puissance combinée de l'empereur et de ses légions. Mais l'empereur avait des projets qui allaient bien au-delà de la simple victoire militaire. Il ordonna la transformation d'Ulanor en Mundus Tropaeum, un monde trophée qui commémorerait à jamais cette victoire. Des millions de serfs et de serviteurs furent mis au travail pour aplanir un continent entier, créant une vaste plaine de granit poli de 5 km de large et 500 km de long. Tout le long de cette allée triomphale, des crânes d'orques furent disposés. Des millions de trophées macabres, témoignant de l'ampleur de la victoire. Au bout de ce chemin, une citadelle fut érigée sur un sommet montagneux, d'où l'empereur et ses fils pourraient contempler leur triomphe. Et puis vint le triomphe lui-même, un spectacle d'une grandeur jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. 9 des primarques étaient présents. Horus bien sûr, mais aussi Sanguinius des Blood Angels, Rogal Dorn des Imperial Fists, Lorgar Aurelian des Wordbearer, Jagatai Khan des White Scar, Angron des World Eaters, Magnus le Rouge des Thousand Sons, Mortarion des Death Guard, et Fulgrim des Emperor's Children. 14 légions Space Marines défilèrent en formation parfaite, leurs armures étincelantes sous le soleil d'Ulanor. 8 millions de soldats de l'armée impériale marchèrent en colonnes interminables, leurs bannières flottant au vent. Des centaines de titans, des Legio Titanicus, dominaient la procession, leurs cornes de guerre résonnant à travers la plaine. L'empereur se tenait sur une estrade dorée, entouré de ses fils les plus fidèles et des membres du Conseil de Terra. C'était le moment de gloire absolue, l'apogée de tout ce qu'il avait accompli depuis le début des guerres d'unification. La galaxie était presque entièrement reconquise. Les mondes humains étaient réunifiés. Les menaces Xéno étaient contenues ou détruites. L'Imperium était une réalité, le plus grand empire que l'humanité ait jamais connu. Mais ensuite, l'empereur fit une annonce qui stupéfia tous les présents. Il retira de sa tête les lauriers d'or qui avaient été sa parure, la plus iconique depuis le début de la Grande Croisade, et il les plaça sur la tête d'Horus Lupercal. Désormais, Horus porterait le titre de maître de guerre et commanderait toutes les forces de l'Imperium au nom de l'empereur. Tous les primarques, toutes les légions, toutes les flottes lui obéiraient comme ils obéissaient à l'empereur lui-même. C'était une promotion sans précédent, un honneur extraordinaire, mais aussi un fardeau écrasant. L'empereur expliqua sa décision. Il devait retourner sur Terra pour poursuivre un projet secret d'une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Les détails restaient vagues, même pour les primarques. Mais l'urgence dans la voix de l'empereur était indéniable. Pendant trop longtemps, il avait été absent de Terra, laissant les affaires administratives du Conseil de Terra à Malcador le Sigillite. Maintenant, il devait superviser personnellement la prochaine phase de son plan, quelle qu'elle soit. Horus, son fils préféré,
le guerrier le plus brillant de sa génération, mènerait la grande croisade à sa conclusion pendant que l'empereur travaillait dans l'ombre. Pour certains primarques, cette nouvelle fut bien accueillie. Pour Rogal Dorn, toujours pragmatique, reconnaissait qu'Horus était le choix le plus logique. Mais pour d'autres, des doutes commençaient à naître. Pourquoi l'empereur abandonnait-il sa croisade maintenant, au moment même de son plus grand triomphe? Quel projet pouvait être assez important pour justifier son retrait des premières lignes? Et pourquoi Horus, plutôt qu'un autre primarque? Ces questions resteraient sans réponse. Mais elles planteraient les premières graines de ressentiment qui, nourries par les murmures du chaos, finiraient par fleurir en trahison. Alors que le soleil se couchait sur Ulanor ce jour-là, illuminant le granit poli de la grande allée triomphale et projetant de longues ombres sur les légions assemblées, personne ne pouvait imaginer que cette journée de gloire absolue marquerait aussi le début de la fin. La grande croisade avait été l'œuvre de 2 siècles. Une entreprise d'une ambition et d'une échelle inimaginables. Des centaines de milliers de mondes avaient été réunifiés sous la bannière de l'empereur. Des milliers de campagnes militaires avaient été menées avec succès. Et l'humanité, qui avait été au bord de l'extinction pendant l'ère des luttes, régnait maintenant sur une vaste portion de la galaxie. Les chiffres donnent le vertige. Des millions de Space Marines avaient été créés pour peupler les 20 légions. Des milliards de soldats de l'armée impériale avaient servi sous leur bannière. Des milliers de vaisseaux de guerre avaient été construits pour transporter ces armées d'un système stellaire à l'autre. Et les pertes avaient été tout aussi monumentales. Combien étaient morts pendant la grande croisade? Des dizaines de millions de Space Marines, tombés au combat contre les Orks, les Eldar, les abominations du Warp et les innombrables autres menaces qui peuplaient la galaxie. Des milliards, peut-être des trillions de soldats ordinaires et de civils. Des planètes entières avaient été réduites en cendres par l'exterminatus. Le prix de la reconquête avait été payé en sang et en souffrance à une échelle difficile à concevoir. Mais pour ceux qui avaient participé à la grande croisade, pour les Space Marines qui avaient combattu sur des centaines de mondes, pour les primarques qui avaient mené leur légion de victoire en victoire, tout ce sacrifice en valait la peine. Ils avaient accompli quelque chose de véritablement extraordinaire. Ils avaient pris une espèce fragmentée, dispersée, au bord de l'oubli, et l'avaient transformée en un empire galactique. Ils avaient apporté la lumière de la civilisation au monde plongé dans les ténèbres. Ils avaient chassé les xénos de milliers de systèmes stellaires. Ils avaient construit quelque chose qui durerait, ou du moins, le croyaient-ils, pendant 10 000 ans, et plus. L'empereur lui-même avait prouvé que son pouvoir et sa vision n'avaient pas de limite. Il avait unifié Terra, forgé une alliance avec Mars, créé les primarques et les légions, lancé la plus grande campagne militaire de l'histoire. Et maintenant, il retournait sur Terra pour achever son grand œuvre. Personne ne savait exactement ce qu'était ce projet, mais la confiance en l'empereur était absolue. S'il disait qu'il devait se retirer de la grande croisade, alors c'était pour une bonne raison. S'il nommait Horus comme maître de guerre, alors Horus était le meilleur choix possible. Mais dans les ombres, dans l'immatérium, les puissances de la ruine observaient et complotaient. Elles avaient regardé la grande croisade avec une inquiétude croissante. L'empereur représentait une menace existentielle pour elles. Son plan, s'il réussissait, pourrait éradiquer le chaos lui-même, ou du moins réduire considérablement son influence sur la galaxie matérielle. Cela ne pouvait être toléré. Et donc, les dieux du chaos préparèrent leur propre contre-offensive. Non pas une invasion directe, car l'empereur était encore trop puissant pour être affronté ouvertement, mais quelque chose de bien plus insidieux. La corruption des primarques eux-mêmes. Horus, le fils préféré, celui qui portait maintenant le titre de maître de guerre, serait leur cible principale. Déjà, les graines du doute avaient été plantées dans son esprit. Pourquoi l'empereur l'avait-il élevé si haut pour ensuite l'abandonner? Quelle était la véritable nature du projet secret de l'empereur? Et surtout, que se passerait-il quand la grande croisade serait terminée? Quel serait le rôle des primarques et des légions dans un impérium en paix? Ces questions rongeraient Toru. Et quand viendrait le moment,
quand les forces du chaos lui montreraient des visions trompeuses de l'avenir et lui offriraient le pouvoir de défier même l'empereur, il céderait à la tentation. Mais cela, c'est une histoire pour une autre fois. Pour l'instant, alors que les légions quittaient Ulanor pour reprendre leur campagne de reconquête, alors que Horus assumait son nouveau rôle avec fierté et détermination, alors que l'empereur retournait sur Terra pour poursuivre ses mystérieux projets, l'Imperium était au sommet de sa gloire. La grande croisade n'était pas encore terminée. Des régions entières de la galaxie restaient à explorer et à conquérir. Mais le plus dur était fait. L'humanité avait survécu à l'ère des luttes et était maintenant plus forte que jamais. Et c'est peut-être cela, l'héritage le plus important de la grande croisade. Non pas les conquêtes militaires, aussi impressionnantes soient-elles, non pas les millions de mondes réunifiés, aussi nombreux soient-ils, mais la preuve qu'avec un leadership visionnaire, une détermination inébranlable, et le courage de sacrifier tout ce qui est nécessaire, l'humanité peut accomplir l'impossible. La grande croisade a montré ce que l'espèce humaine est capable d'accomplir quand elle est unie sous une seule bannière, guidée par un seul but. Et même si tout ce qui fut construit pendant ces 2 siècles de gloire serait bientôt mis à l'épreuve par la plus terrible des guerres civiles, même si l'impérium d'aujourd'hui n'est qu'une ombre corrompue de ce qu'il était à l'époque, l'esprit de la grande croisade survit encore, quelque part, dans le cœur de chaque Space Marine qui crie pour l'empereur, en se jetant dans la bataille. Si cette plongée dans l'âge d'or de l'Imperium vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode de l'Oracle de Terra. Nous continuerons d'explorer les recoins les plus sombres et les moments les plus glorieux de l'univers de Warhammer. Et dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur ce qui se passa après le triomphe d'Ulanor, sur les événements qui transformèrent Horus Lupercal, le plus brillant des fils de l'empereur, en traître et déclenchèrent l'hérésie qui faillit détruire l'Imperium. Pour l'empereur, pour l'humanité, et pour la gloire éternelle de l'Imperium.